Vidéo qui doit être en ligne. Ouais. Je ne sais pas si tu as mis ta vidéo. Oui, oui, je l'ai mis. Donc, je vais finir de. Donc, Théo qui nous présente le début aussi de sa thèse de doctorat, financée par l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et le laboratoire Trace. Et donc, chez nous, il travaille au sein du groupe Objet. Donc, je vais arrêter de partager ça et je t'invite. Alors, soit à partager ta présentation si tu le peux. Ouais, Oui, ouais, c'est ouais. pas. Alors, je ne sais pas comment moi je peux le mettre en grand ici. C'est une bonne question. C'est à lui de le faire. Alors, vas-y. Est-ce que Mais ça je crois fonctionne que. là? Oui, ouais, on va faire comme ça. Est-ce que vous Ça ouvre m'entendez comme. correctement? On t'entend. Ok, ok, ok. Donc, c'est à toi. Alors, oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Théo Enud, doctorant à l'Université de Toulouse en archéologie, là, depuis un petit peu plus d'un an. Alors, je suis dirigé par Pierre-Yves Milsan pour le côté toulousain et par Benoît Mille pour le côté C2RMF. Mes travaux de thèse portent sur la production d'objets en métal à l'extrême fin de l'âge du bronze, donc au bronze final 3, ce qui correspond grosso modo au dernier siècle ou au dernier siècle et demi avant la fin de l'âge du bronze en 800 avant notre ère. Et donc j'aborde cette question de la production métallique à travers l'étude des lames de hache, donc les lames de hache à douille et lames de hache à aileron. L'âge du bronze, il est marqué bien entendu par une innovation majeure qui est la métallurgie. Alors cette innovation, elle permet de couler des objets d'une forme souhaitée, ce qui élargit la gamme fonctionnelle et autorise les premières productions en série, voire en grande série, ainsi que leur cyclage. Alors les impacts socio-économiques de cette innovation, ils sont surtout visibles au cours de la seconde moitié de l'âge du bronze. À cette période, l'augmentation considérable de la production d'objets en métal, surtout à compter du 14e siècle avant notre ère, s'accompagne de profondes mutations socio-économiques très importantes, telles qu'une croissance démographique, une intensification des échanges, en particulier à longue distance, une spécialisation de certaines activités et bien sûr l'accès au métal dans les populations qui se démocratise. Et donc à cette période, la plupart des activités qui sont essentielles pour les communautés deviennent en grande partie tributaires de l'utilisation et donc de la production, d'objets en bronze. Et bien entendu, cette dépendance des sociétés, elle rend nécessaire un fonctionnement, en réseau, fortement interdépendant à l'échelle européenne. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui rend, le contexte particulièrement intéressant à étudier. Alors, le problème, c'est que pour la période, où a priori cette activité de production elle est la plus intense, c'est-à-dire la fin de l'âge du bronze, eh bien on ne retrouve, jamais ou quasiment jamais de vestiges, assimilables à un atelier de bronzier en fait. On n'a pas, ou alors de manière très ténue, accès à ces lieux de production dans le registre archéologique. Et c'est la raison pour laquelle, le seul moyen d'étudier ce phénomène, c'est de s'intéresser directement aux objets produits. Et parmi ces objets, la catégorie qui représente, la majorité de la masse de métal mise au jour, pour la période, sont précisément, les lames de hache, avec grosso modo un petit peu plus de 50 en fait de toute la masse de bronze mise au jour. Et l'intérêt de ces objets est double puisque en plus de cela, les fonctions, possibles de ces lames de hache recoupent une grande partie des sphères d'activité des communautés en fait. L'artisanat notamment du bois bien sûr, mais aussi la guerre, les activités de boucherie, qu'elles soient strictement alimentaires ou un peu plus symboliques, et les activités économiques, avec aussi des aspects plus symboliques. Et donc c'est en se basant sur ce contexte, que j'ai élaboré la problématique de ma thèse, donc qui consiste à cerner les modalités de production, d'utilisation et de circulation, des lames de hache, et bien sûr de tenter de replacer cet aspect de l'économie du bronze dans son contexte social. Alors cette problématique, elle se décline en 3 objectifs. Donc premièrement, définir et caractériser les différents stocks métalliques utilisés par les bronziers, de manière à pouvoir identifier des aires de circulation du métal et des objets. Deuxièmement, caractériser, l'organisation de la production et enfin un troisième objectif qui consiste à documenter la biographie des objets dans la mesure du possible. Donc pour remplir ces objectifs, je déploie une méthodologie en 3 axes. Donc des analyses de composition chimique par ICP-MS, donc bien entendu menées au C2RMF, sous la direction de Benoît Mille et en partenariat avec les musées avec lesquels je suis amené à travailler. Alors cette approche, elle vise à cerner les traditions techniques, des artisans à travers les types d'alliages qu'ils emploient, mais aussi à caractériser, des groupes de provenance et des aires de circulation du métal à travers l'étude des éléments traces.
La deuxième méthode que j'utilise, c'est une technique de morphométrie 3D que j'ai développée en master et qui consiste à scanner chaque objet pour ensuite venir comparer les modèles 3D les uns aux autres, de manière à identifier des objets sortis du même moule ou en tout cas qui relèvent d'un même standard de fabrication ou d'un même modèle, si vous voulez. Et c'est surtout le croisement en fait entre ces deux premières méthodes qui peut donner des résultats très intéressants. Et enfin, mon troisième axe d'étude, c'est une approche techno-fonctionnelle qui vise à documenter la chaîne opératoire en observant tous les indices de surface. Le corpus que j'ai sélectionné donc, pour déployer ces méthodes comprend une large aire d'étude, donc qui va du Rhin jusqu'à l'Atlantique. Et dans cet espace, j'ai surtout sélectionné des dépôts métalliques bien datés avec des lames de hache qui sont nombreuses, mais surtout déposées entières en fait. Sinon, je ne peux pas déployer correctement la méthode de morphométrie 3D. Et j'inclus également dans cette aire d'étude des objets issus d'habitats palafitiques qui forment un type de contexte différent des dépôts métalliques, mais surtout très précisément datés par dendrochronologie. Donc en tout, ça représente un corpus de 382 objets répartis dans 24 lieux de conservation. Et donc là, actuellement, je suis plutôt sur la fin de l'acquisition de données puisque j'ai traité deux bons tiers en fait, des objets de mon corpus. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Théo. Question, est-ce que les haches, alors peut-être que tu as déjà pu faire un peu de recherche bibliographique, est-ce que les différentes haches que tu vas avoir l'opportunité d'analyser, est-ce qu'on connaît leur utilisation? Est-ce qu'il y a des catégories en fonction des utilisations qui pouvaient être faites à cette époque, ou est-ce que ces haches, elles sont multifonctions? Alors, traditionnellement, on les interprète comme des outils polyvalents, donc effectivement multifonctions. Maintenant, pour les haches du bronze final 3 précisément, il y a eu assez peu d'études en fait. La plupart des études sur les fonctions, elles sont plutôt sur des haches du bronze moyen 2, donc un petit peu avant, pour lesquelles c'est vraiment attesté hein, qu'on les utilise pour du travail du bois. Donc a priori, c'est pareil au bronze final 3, mais la question de la fonction, elle reste vraiment ouverte en tout cas. Et est-ce que dans le cadre de ta thèse, tu as la nécessité, l'opportunité ou le désir d'étudier cette fonction-là, de voir un petit peu si tu peux aller un peu plus loin dans l'utilisation de ces haches? Ça peut être intéressant, mais ce serait assez latéral en fait comme questionnement, parce que c'est difficile d'y avoir accès sans faire de l'expérimentation et à assez grande échelle au final, et ça va vraiment être compliqué de concilier les deux, juste ne serait-ce qu'au niveau du temps, quoi. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non. Est-ce qu'on a des questions en ligne? J'ai pas l'impression. Donc, on va remercier Théo